Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo, news ciné série, malheureusement sans l'ami Greg, mais il va bien, vous inquiétez pas. Et nous, on va voir les différentes dernières news rapidos, comme ça, en solo, un petit monologue. N'hésitez pas à réagir à chacune des news dans les commentaires, avec un commentaire par news pour qu'on fasse péter le compteur de commentaires de l'histoire de YouTube, plus que sur un clip de Justin Bieber. Et on va commencer par la tradition, le fabuleux point pognon, pour vous dire qu'au moment où on enregistre la vidéo, le pass sanitaire qui a été mis en place en France a provoqué une baisse massive du nombre d'entrées en salle. Alors attention, je précise bien que ça ne veut pas dire que c'est une prise de position pour ou contre le pass sanitaire, absolument pas. D'ailleurs, faites-vous vacciner, c'est important pour vous et vos proches. Mais le truc, c'est que ça a des conséquences quand même sur les cinés. Les cinémas qui, en France, ont la possibilité de réduire le nombre de spectateurs à 49 spectateurs maximum sans demander un pass sanitaire, mais avec le port du masque, etc. Mais malheureusement, peu importe la solution, le cinéma qui était un peu reparti à la hausse connaît des moments plus compliqués. C'est dommage parce qu'il y a des gros films qui étaient sortis et qui auraient dû normalement booster un petit peu les distributeurs et les exploitants qui en avaient bien besoin, les exploitants surtout, hein, avec la sortie de The Suicide Squad, avec la sortie de Fast and Furious 9, Jungle Cruise, avec Black Widow, avec d'autres films que j'ai oubliés, Space Jam, etc., etc. Et puis bien sûr Kaamelott, qui est l'ovni du ciné en France. Pourquoi ovni? Mais parce que malgré la mise en place du pass sanitaire, ça continue de bien marcher pour Kaamelott, même si il a sa première semaine d'exploitation les premiers jours d'exploitation avant la mise en place du pass, et notamment les avant-premières, donc ça compte énormément pour la réussite de Kaamelott, qui a fait plus d'1 million d'entrées pour sa première semaine. On va passer du côté des Américains pour vous dire que pour le moment, ce qui marche bien, c'est Jungle Cruise, le nouveau film avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Il y a une critique sur la chaîne qui est peut-être déjà disponible. Je ne sais pas si on l'a sorti avant ou après cette vidéo. Jungle Cruise, c'est 35 millions de dollars pour son premier week-end. C'est un peu mou du genou, il faut bien le reconnaître, mais il y a aussi des mesures sanitaires plus strictes aux États-Unis. Et puis surtout, Jungle Cruise est sorti en simultané sur Disney+, à 30 millions de dollars annoncés pour son premier week-end sur Disney+. Ça nous fait donc du 65 millions de dollars et un peu à presque 100 millions au niveau mondial. Il est très loin devant Old, le nouveau film de Shyamalan, qui fait un box-office global qu'on pourrait qualifier poliment de tout pourri. Black Widow est 4e et aura cumulé un peu moins de 180 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est quand même pas fou pour un film Marvel. Space Jam s'écroule, mais alors violemment, et 60 millions de dollars seulement. Alors que Snake Eyes, qui est la nouvelle version, c'est un spin-off de G.I. Joe, 22 millions de dollars aux US. Ça va pas leur donner envie d'en refaire d'autres, hein. Croyez-moi bien. Fast and Furious 9 est à peu près au même niveau que Black Widow et fera moins que Black Widow aux US. Et ça, honnêtement, c'est une grosse surprise. Ça, c'est une grosse surprise parce qu'on pensait que Fast and Furious 9 aurait normalement dû être le plus gros succès de l'année aux États-Unis. Alors déjà en période classique, on pouvait penser que ça allait être le cas, mais là en plus avec la pandémie et les différents calculs qui avaient été faits, le fait que Black Widow sorte sur HBO Max, pas du tout, sur Disney+, que Fast and Furious c'est une fenêtre de tir un peu plus intéressante. Bon, bah écoutez, finalement c'est Black Widow qui s'en sort le mieux. On va regarder rapidement au niveau mondial ce que ça donne. Je clique, hein, puisque pour l'instant, Fast and Furious 9 est 3e. Alors vous allez me dire pourquoi il dit pas les deux premiers. Je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ce sont des films chinois qui sont en tête du box-office mondial. Fast and Furious 9 est en train de rattraper le film chinois Détective Chinatown 3.
J'ai pas vu les 2 premiers, donc du coup j'ai pas vu le 3e non plus. Godzilla vs Kong est 4e, Black Widow est 5e. Joli succès pour Sans un bruit 2, qui a été pourtant décalé de plus d'un an, hein, et qui est 6e. Cruella avec Emma Stone est 7e, et on en reparlera dans quelques instants de Cruella, de Sans un bruit et de Black Widow, parce qu'il y a des choses à dire. Voilà pour le point pognon. Je reprends ma respiration 2 secondes. Et on repart tout de suite avec la deuxième grosse news. Il y a un bras de fer. Alors je vais pas vous muer le bras de fer parce que vous voyez mes bras, ils sont pas très impressionnants. Mais il y a un bras de fer qui s'est lancé entre Hollywood et les acteurs et les actrices. Et pour l'instant, surtout entre Disney et des actrices. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème avec la sortie des films simultanément en salle et sur les plateformes, puisque là, pour plusieurs artistes, plusieurs actrices, plusieurs acteurs, plusieurs producteurs, plusieurs studios, il y a une part des recettes qui est liée aux recettes globales, ou aux bénéfices plutôt, effectués dans l'exploitation en salle. Et dans les contrats, c'est stipulé que le film doit sortir exclusivement en salle. Or, quand la Warner a décidé de sortir tous ses films de 2021 simultanément sur HBO Max et au cinéma, et que Disney Plus a pris et a suivi le même chemin, notamment pour Black Widow, carrément que plateforme pour les Pixar, ou les 2 en même temps pour Cruella ou Jungle Cruise, eh ben ils ont pris la décision sans en tenir informé les acteurs, les actrices, parfois même les co-producteurs des films. C'est le cas sur Godzilla vs Kong avec Legendary. Et ça pose problème parce que les actrices et les acteurs qui avaient une partie de leur revenu qui était liée aux recettes en salle, eh ben ils la perdent, puisque les recettes sont dispatchées entre les plateformes et le ciné. L'exemple de Jungle Cruise, je vous l'ai donné tout à l'heure, 35 millions de dollars aux US au ciné, 30 millions de dollars sur Disney+. Or, Emily Blunt et Dwayne Johnson touchaient une part des recettes sur le ciné. Donc là, au lieu de toucher sur les 65 millions de dollars cumulés, ils vont toucher que sur les 35 millions de dollars. Vous allez me dire, c'est pas incroyable, mais ça fait des sommes à plusieurs millions de dollars de pertes pour les acteurs et les actrices. Et comme les actrices souvent ont des salaires beaucoup plus faibles que les acteurs, elles ont beaucoup plus à y perdre. Et celle qui n'a plus rien à perdre, puisqu'elle elle travaille plus avec Disney, et visiblement elle n'a plus du tout l'intention de travailler avec Disney, c'est Scarlett Johansson. Elle a décidé de porter plainte contre Disney pour non-respect de contrat, rupture de contrat avec Black Widow, puisque dans son contrat, c'était stipulé que Black Widow ne devait sortir qu'exclusivement au cinéma. Donc Disney a fait une réponse que beaucoup ont trouvé vraiment dégueulasse, et j'adhère, sur le fait qu'elle ne pensait qu'à elle alors qu'il y avait eu la pandémie. Mais bon, il faut pas se moquer du monde quand même. Les Black Widow, ça coûte bonbon pour les gens qui l'achètent, et Scarlett Johansson ne leur a pas du tout volé son chèque. Scarlett Johansson va donc poursuivre Disney, et le fait que Scarlett Johansson ait engagé des poursuites donne des idées. Emma Stone envisage de faire de même pour Cruella. Alors attention, Scarlett Johansson, elle n'a plus rien à perdre, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en contrat avec Marvel avec Black Widow, elle a terminé, et elle n'a pas prévu pour l'instant de film où elle double. On sait qu'elle avait doublé notamment sur le livre de la jungle, etc., etc. Là, donc, elle peut se passer de Disney, et si Disney fait en sorte qu'elle soit boycottée par les autres grands studios, parce qu'il y a souvent une solidarité entre les majors, peu importe, Scarlett Johansson, elle est plutôt dans l'optique de faire des petits films. Et puis de toute façon, Scarlett Johansson est une des plus grandes stars actuelles, donc elle a les épaules. Pour Emma Stone, au moment où on vous parle, elle n'a pas engagé de poursuite, parce que Cruella, il peut y avoir une suite, et puis la carrière d'Emma Stone est quand même plus fragile. Est-ce qu'elle peut tanker une poursuite et une agressivité de Disney ? On sait que Disney rigole pas trop avec les acteurs et les actrices et les réalisateurs qui bougent un peu trop. Donc, et c'est pas les seuls, hein. Je veux pas blâmer Disney, hein. La Warner, les autres, Universal, Paramount, ils font pareil. Donc non, voilà, mais pensez à Josh Trank, réalisateur des 4 Fantastiques, qui l'a ouvert et qui depuis a bien du mal à faire quelque chose à Hollywood. Enfin bref, autre personne qui se plaint, il y a Emily Blunt qui se plaint pour Jungle Cruise.
mais pas Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, pourquoi je l'ai dit dans la vidéo sur Jungle Cruise, c'est qu'il est très proche du producteur, qui est également le producteur des Jumanji et de Black Adam. Donc lui, il veut pas se brouiller, donc pour l'instant, il fait pas de poursuite, mais Emily Blunt, elle l'envisage. Et Emily Blunt, elle s'est fait double couillonner cette année avec ce système-là, puisqu'elle a perdu énormément d'argent sur Sans un bruit 2 avec son mari, John Krasinski. Il devait toucher une part importante des recettes sur Sans un bruit 2, et puis comme le film est sorti au ciné, mais qu'il est sur Paramount Plus très rapidement, puis surtout qu'il a fuité sur Internet en téléchargement illégal, et malheureusement pour Emily Blunt et John Krasinski, c'est beaucoup d'argent de perdu. Donc moi je suis pas du tout du côté de ceux qui disent les stars qui se plaignent pour quelques millions de perdus. Non, je pense qu'ils le méritent. Il n'y a pas de raison que les gros studios, les distributeurs et compagnie s'en mettent plein les poches et que les artistes ne puissent pas en profiter aussi. Puis surtout s'il y a un contrat, il faut le respecter, puis c'est tout. Voilà. On passe à une autre news. Alors je vais vous parler de Dune. Dune qui sort en septembre, alors c'est la pire période de l'année pour sortir un film. C'est à la rentrée, les gens ne pensent pas du tout aller au cinéma, mais plutôt à reprendre le train-train du boulot, des cours, etc. Mais Dune, l'énorme film de Denis Villeneuve, sort. Là, c'est l'adaptation d'un immense livre d'Herbert et qui se dévoile avec de nouvelles affiches. Donc tu peux les montrer, mon cher Sylvain à la réalisation, que je salue. Et il y a une nouvelle bande-annonce. Cette nouvelle bande-annonce, on va pas vous la montrer de 1 parce qu'on n'a pas le droit de montrer les bandes-annonces dans des vidéos. Ça, nous on respecte les règles. Et surtout, on va pas montrer la bande-annonce parce qu'elle en dévoile énormément sur le film. Et si vous n'avez pas lu Dune et que vous ne connaissez pas l'histoire, je vous déconseille chaudement de regarder la bande-annonce. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle régale, sévère. Donc attendez septembre, allez voir le film, vous allez prendre un coup de boule rotatif. Ça a l'air d'être vraiment comme le bouquin. Moi, ça m'a fait vraiment rêver. J'adore le livre Dune. Et là, j'ai hyper envie de voir le film Dune, qui a un casting en or massif avec le français, le co-français, le franco, je sais pas quoi, américain, peut-être Chalamet. Il y a Jason Momoa, Dave Bautista, il y a Oscar Isaac, il y a Rebecca Ferguson de Mission Impossible. Il y a Zendaya qui marche sur l'eau. Zendaya à n'en plus finir, à part elle est peut-être son doublage un peu, puis encore son doublage dans Space Jam 2, elle l'a bien fait. Mais Zendaya, vraiment, elle est dans tous les bons coups et elle le mérite. Donc voilà, Dune, c'est en septembre et j'ai hyper hâte de voir ça. Septembre, c'est aussi, je crois, un mois où il y aura la saison 2 d'Alex Rider sur OCS. Alex Rider, c'est une série anglaise, si je dis pas de bêtises, avec le mec qui jouait Stannis à Baratheon dans Game of Thrones, qui est une adaptation de bouquin pour ados. C'est un espèce de James Bond pour ados. Et la saison 1 était vraiment pas mal du tout. C'était dans la catégorie série pour ados, c'est une de celles qui m'a le plus étonné. Et la saison 2 va arriver très vite, puisqu'en fait OCS a récupéré les droits de diffusion pas tardivement, mais pas tout de suite. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu la saison 2 qui est là, qui arrive. Donc c'est vraiment cool. Je vous conseille de regarder ce que vaut Alex Rider, c'est sur OCS en France. On va passer complètement à autre chose avec un focus sur What If qui arrive en août. Et oui, déjà. Et ça, c'est le grand rendez-vous du mois d'août. What If, c'est la série animée Marvel. Le principe, c'est quoi ? C'est on prend des histoires de Marvel et on modifie certains aspects. Donc, par exemple, Captain America, ça n'est pas Steve Rogers, mais c'est Peggy Carter et ça devient Captain Britain. Ça permet également à Disney d'introduire d'adapter des comics particuliers, comme par exemple Marvel Zombie. Où en fait il y a eu un virus qui est arrivé sur Terre, tout le monde est devenu un zombie, y compris les super-héros. Et franchement, lisez Marvel Zombie, j'ai déjà dit sur la chaîne, mais c'est vraiment super. Et What If se dévoile avec une bande-annonce qui est vraiment qui fait saliver. Et plein de petites photos, plein de petites infos, la promo se déchaîne. Mais c'est au niveau du doublage qu'on va réagir. Que je voulais réagir aujourd'hui et vous parler alors il y a quasiment tout le monde du MCU mais pas tout le monde, et je vais vous dire un petit peu ceux qui sont absents. Alors le premier, c'est Tom Holland
Il y a plusieurs, on sait pas trop pour Tom Holland. Alors il y en a qui disent que c'est parce qu'il est occupé sur d'autres films qu'il n'a pas doublé, et c'est le cas. Tom Holland est très demandé, puis il est sur Uncharted actuellement, mais c'est aussi il est en contrat avec Sony sur Spider-Man, donc ça peut expliquer l'absence. Il y a absence de Chris Evans, de Robert Downey Jr. et de Scarlett Johansson parce qu'ils sont plus sous contrat avec Marvel. Donc ça a nécessité une renégociation de contrat juste pour du doublage. C'était un peu compliqué et ils l'ont pas fait. Brie Larson, elle est pas là et je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, elle me l'a pas dit. Elizabeth Olsen, pareil. Par contre, l'absent de taille et pour une raison étonnante, c'est Dave Bautista. Dave Bautista, on en reparlera après d'ailleurs dans la vidéo. Dave Bautista, on a parlé avant, qui va être dans Dune. On parle maintenant pour Drax, et c'est pas lui qui va doubler Drax dans What If. Il y a un épisode où en fait Black Panther, donc T'Challa, n'est pas Black Panther mais est Star-Lord, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, Yondu, au lieu de prendre Star-Lord, prend T'Challa, et c'est lui qui intègre les Gardiens de la Galaxie. Et Dave Bautista ne double pas Drax, et pourquoi ? Eh ben, sur Twitter, il y a quelqu'un qui l'a interpellé, et il a dit que on lui avait tout simplement pas demandé de le faire. Donc tu montres le tweet, mon cher Sylvain, c'est parfait. Le truc, c'est qu'on sait qu'il y a des tensions entre Disney et Dave Bautista, que Dave Bautista avait réagi très vivement au moment où James Gunn avait été viré des Gardiens de la Galaxie, avant que James Gunn revienne sur les Gardiens de la Galaxie, que Dave Bautista avait dit qu'il voulait jouer dans The Suicide Squad, ce qui n'a pas eu lieu. Dave Bautista et Disney, ça a l'air tendu. On pensait que ça s'était calmé, et pas du tout. Donc voilà. Voilà. News suivante, et là ça va être news, on va dire, ça n'a rien à voir avec le ciné et les séries, mais j'avais envie d'en parler parce que ça m'a fait de la peine. Le décès du batteur de Slipknot, Joey Jordison, à 46 ans. C'était un des membres fondateurs du groupe. C'était lui qui écrivait la plupart des chansons, et des chansons qui ont marqué l'histoire du groupe. Il avait quitté Slipknot en 2013. Il avait un problème de santé. Il est décédé donc à l'âge de 46 ans. Ça m'a fait de la peine parce que j'adore Slipknot tout simplement, et Joey, je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Et j'ai bien les boules que Joey Jordison, comme Paul Gray, soit décédé. Et vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec le ciné. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai quand même trouvé un moyen de relier ça au ciné. Et Slipknot, on les voit dans le film Rollerball, figurez-vous, dans une des scènes. Ils sont en train de jouer le morceau... comment il s'appelle ce morceau ? I'm Hated, de l'album Iowa. Donc ils le jouent dans le hall du stade où se jouent les matchs de Rollerball, le film avec Jean Reno, et un acteur qui était beau gosse à l'époque. Enfin, tout le monde disait ouah, lui c'est le nouveau beau gosse de Hollywood, il va cartonner, qui s'appelait Chris Klein, et qui a complètement disparu. Voilà, il faut le dire. Tiens, si vous voulez, je tape Rollerball, et on va voir le reste du casting. Si les gens ont survécu. Alors j'ai pas tapé le bon Rollerball, je crois. Alors je le retape pour vous. Je crois que c'est 2002 le film. Voilà. John McTiernan quand même à la réalisation. Les critiques sont relativement très mauvaises, et c'est vrai que le film était très mauvais. Moi j'étais allé le voir au ciné uniquement pour Slipknot. On trouvait donc Chris Klein, je l'ai dit, LL Cool J quand même, Rebecca Romijn Stamos, on retrouvait Naveen Andrews de Lost, n'oubliez pas, Naveen Andrews d'ailleurs il fait plus rien maintenant, je ne sais pas pourquoi, et il y avait Pink également dans le film. Voilà, alors vous allez dire waouh, ils ont parlé de Rollerball, on l'a fait, et repose en paix monsieur Joey Jordison. Passons maintenant au Seigneur des Anneaux. Alors, il y a deux trucs à dire sur le Seigneur des Anneaux. Le premier, c'est qu'il y a la première image de la série qui a été publiée par Amazon Prime. En première image, on pouvait difficilement faire plus badass que ça. On a donc une image magnifique où on voit au loin les deux arbres de Valinor. Alors je ne vais pas rentrer dans l'analyse de cette image et de l'époque et de qui est qui et de ce que l'on peut y voir, parce que actuellement, au moment où on enregistre,
le tout Internet est en train de s'entretuer pour analyser le plus avec ferveur cette image. Donc, alors il y en a qui disent voilà Gondoline, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est particulièrement beau. On voit en fait l'arbre derrière, ça serait Telperion le blanc et Laureline le doré. Donc un arbre en argent, un arbre en or. Donc c'est Valinor visiblement et la série envoie déjà du pâté rien qu'avec cette image. Donc imaginez quand on aura 2 images et plein d'images à la suite pour former des épisodes, ça risque d'être sympathique. Et l'autre news qui est sympa aussi, c'est que Dominic Monaghan qui jouait dans Lost et qui jouait Merry Haddock Brandbook dans Le Seigneur des Anneaux, et ben il a parlé en interview et il a dit que la production de The Lord of the Ring avait insisté pour que Peter Jackson bute un des hobbits. Alors pas littéralement, hein, ils ont pas dit à Peter Jackson tu prends une batte et tu tues un des acteurs, on s'en fout lequel, hors caméra, mais tu le butes. Non, ils voulaient tuer un des hobbits dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Peter Jackson a refusé. Il a dit jamais je ferai ça, je préfère encore tuer Aragorn. Donc ça, je l'invente complètement. Il a refusé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dominic Monaghan a dit qu'il était persuadé que c'était son personnage qui allait mourir. Ce qui est plutôt cohérent. Parce que ça serait marrant qu'en plein milieu des 2 tours, il bute Frodon, par exemple. Donc Merry, non, il n'allait pas le tuer. Pipin, avec les scènes qu'on a dans le Retour du Roi, c'était difficile à imaginer qu'il le tue. Donc voilà pour Le Seigneur des Anneaux. Quel hobbit auriez-vous tué? Cette question est improbable. Dites-le dans les commentaires. Et sinon, quel hobbit auriez-vous vraiment tenu à ne pas tuer? Et avant de se quitter Le Seigneur des Anneaux, une petite info qui n'en est pas une petite, mais elle est bien grande. C'est la date de diffusion de la série, la saison 1. C'est le 2 septembre 2022. Il va falloir attendre encore 1 an avant de retrouver Frodon, Aragorn, Boromir et Gollum. 4 personnages qui ne seront pas dans la série du Seigneur des Anneaux. Voilà. Et ça sera sur Amazon Prime. Tout de suite sur Netflix avec des annonces concernant les suites des films. Alors Netflix a annoncé un nouveau film chaque semaine. On vous envoie la sauce. Donc là, la dernière semaine que nous venons de vivre, si je me retourne vers vendredi là, à côté de moi, j'ai Le Dernier Mercenaire avec Jean-Claude Van Damme, qui s'est fait bâcher par le tout Internet. Alors, le tout Internet n'était pas encore occupé à analyser l'image du Seigneur des Anneaux, donc ils se sont acharnés sur le film avec Van Damme, que du coup j'ai regardé, et en effet c'est nul, on est d'accord. Mais par contre, il y a plein de films français du même genre qui sont bien pires, et Van Damme s'amuse un petit peu dedans, donc pourquoi pas, voilà. Mais chaque semaine, Netflix nous sort un film, et il prévoit bien évidemment de créer des franchises. Et alors sachez que là je vais vous dire des films qui vont avoir leur suite, et un film qui n'aura pas sa suite, et vous allez être étonné de voir lequel de ces films n'aura pas sa suite. Alors me dites pas Le Dernier Mercenaire, c'est trop tôt pour dire si Jean-Claude Van Damme va revenir. Bright 2 avec Will Smith et Joel Edgerton. Vous vous rappelez, donc avec les fées, etc. Vous avez la critique sur la chaîne. Bright 2, la suite a été déjà confirmée, et là on en sait un peu plus, ils ont terminé le scénar. On a Army of the Dead de Zack Snyder. Il y a un spin-off, il y a déjà une bande-annonce. Mais c'est pas Snyder qui réalise, il y produit. Et Snyder devrait logiquement réaliser une suite. Mais il devrait même y en avoir plusieurs. Et ça parle de plein de trucs sur Army of the Dead. Alors que franchement, il y a la critique sur la chaîne. On avait dit que c'était pas fou, quoi. Mais Netflix, comme il y a eu un gros succès avec le film avec Dave Bautista qui pourrait être à mes côtés à ce moment-là de la vidéo, parce qu'on ne fait que le citer dans cette vidéo, hein, quand même. Autre film qui aura sa suite, The Old World avec Charlize Theron, qui joue dans Fast and Furious 9. Oh, qu'est-ce que c'est dur, mais j'avais envie de lui dire à chaque scène, Charlize, barre-toi de ce film. Fuis, Charlize, fuis.
prends ton camion de Mad Max et fonce tout droit. Bref, Tyler Rake, également le film avec Chris Hemsworth, aura une suite. Ça, je dis pourquoi pas. Et alors le film qui n'aura pas de suite, c'est Six Underground de Michael Bay avec Ryan Reynolds. J'allais dire Ryan Philippe, mais non, pas du tout. Ryan Reynolds, qui et Mélanie Laurent n'aura donc pas de suite parce qu'il a coûté vachement de sous et il en a visiblement pas rapporté assez, pas assez de vues. Pas assez d'abonnements à Netflix pour qu'il y ait une suite à Six Underground qui se serait appelée Seven Underground. Bien évidemment. On enchaîne avec une news Apple TV+, hein, il y en aura pour toutes les plateformes, ça tout le monde sera content. Et on va parler de Si, S-E-E, donc voir en anglais. La saison 2 de Si, donc qui était Si, c'était la grosse série de lancement d'Apple TV+. Alors dans les faits, les deux autres séries qui sont parties le même jour, c'est-à-dire For All Mankind avec Joel Kinnaman et surtout The Morning Show, ont fait bien plus parler que Si. Mais Si était quand même la grosse série de lancement d'Apple TV+, avec Jason Momoa, Aquaman. Et ben figurez-vous qu'il y aura son frère dans la saison 2 et que son frère est joué par Dave Bautista. Mais alors si c'est pas un truc de malade, Dave Bautista va donc jouer le frère de Jason Momoa. Et voilà. Donc il y a une première image où on voit Dave Bautista dans Si. Donc je rappelle le principe de Si, tout le monde est aveugle. Sur Terre, il y a eu une sorte d'apocalypse. Il y a deux enfants qui voient. Et donc voilà, je n'en dirai pas plus. La saison 1, je vous la conseille. Hein. Elle est plutôt divertissante. Et Jason Momoa, Aquaman, est très bien dedans. Passons maintenant à une série médicale, puisque je vais bien évidemment parler de Doctor Who. Doctor Key, donc, avec la saison 13, qui sera la dernière. Je crois que c'est la 13, hein. Si je me suis planté, vous m'en voulez pas, je regarde pas. Qui sera la dernière de Jodie Whittaker en tant que docteur. Elle rend son stéthoscope. Vous allez me dire, mais mec, c'est pas du tout une série médicale. Je le sais, c'est une blague. Donc Jodie Whittaker, qui est une extraordinaire actrice. Si vous l'avez pas vue dans Broadchurch, regardez Broadchurch, parce que dans Broadchurch, il y a David Tennant, quand même David Tennant, qui est un Doctor Who. Il y a Olivia Colman, qui a joué depuis dans The Crown, et il y a Jodie Whittaker, qui est devenue Doctor Who. Et Broadchurch, c'est une pépite, mais vraiment, c'est une extraordinaire série, regardez-la. Et Jodie Whittaker arrête Doctor Who, mais également le showrunner de Doctor Who, qui s'appelle Chris Chibnall. Alors là, j'ai beaucoup moins de trucs à dire sur lui, je le connais pas. Et ben lui aussi arrête. Ils ont fait 3 saisons ensemble sur Doctor Who. Ça commence cet automne, la dernière saison, et ça devrait logiquement se terminer avec un ou plusieurs épisodes spéciaux, comme ça avait été le cas pour David Tennant. Donc voilà. On va rester dans la subtilité, et on va aller sur la série Chucky. Chucky, donc la poupée pas très sympa, qui a quand même ces dernières années une lourde concurrence en la personne d'Annabelle. Chucky qui doit reprendre son trône de poupée la plus maléfique de la télé et de nos écrans. Et il y a une série sci-fi de 10 épisodes qui a été commandée. Alors vraiment, on fait les choses bien hein, du côté de sci-fi, puisqu'on a récupéré le mec qui a géré tous les films Chucky, Don Mancini, Brad Dourif redouble Chucky, Jennifer Tilly redouble la fiancée de Chucky. Enfin voilà, on respecte le Chucky. Et il y a un acteur de la série Transparent qui va jouer le héros, qui récupère Chucky et qui l'emmène au lycée. Il y a une bande-annonce qui est disponible pour Chucky. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur Chucky. Et c'est la fin, figurez-vous, de cette vidéo news. Je fais le point si vous voulez voir s'il n'y a pas du breaking news de ouf. Visiblement non. Donc on va pouvoir arrêter là. Si je tiens à vous dire quand même que on est à quelques jours du début de la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine. Est-ce que notre planète aura un sens à la fin de Brooklyn Nine-Nine? Je ne sais pas. Est-ce que l'avenir,
tout ça, on rediscutera de tout ça après la fin de Brooklyn Nine-Nine. Non, je rigole, mais j'ai vraiment les boules en fait que Brooklyn Nine-Nine s'arrête là, mais c'est comme ça. Voilà, merci Sylvain à la réal, coucou à Greg, coucou à Daniel également. Et je salue Dave Bautista, qui est vraiment le personnage de cette vidéo. Et vous êtes beaucoup à le dire dans les commentaires, je le vois, et vous dites que je ressemble physiquement énormément à Dave Bautista. C'est vrai. Et c'est peut-être pour ça qu'on en a autant parlé dans cette vidéo. Voilà, merci cœur sur les tipeurs, merci à tous, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'oubliez pas que vous devez nous dire quel Hobbit vous aimeriez tuer en priorité. Bref, voilà, à très bientôt sur la chaîne, ciao.